Bonjour et bienvenue dans votre journal des locales, aujourd'hui en direct de Périgueux. Et on commence en douceur à La Rochelle, autour d'un café. C'est un joyau du patrimoine de La Rochelle. Lustre ciselé, grand miroir, peinture florale et boiserie dorée, le Café de la Paix, c'est l'ambiance des années 20. Un décor d'époque, avec ses dorures et ses hauts plafonds, un café très apprécié par les habitués. Donc ça fait partie des grandes brasseries françaises, des jolies brasseries comme la Cigale à Nantes, les belles brasseries parisiennes, et je dirais c'est accueillant et c'est plaisant, donc ça donne envie de venir déjeuner. Il y a une sorte de poésie qui se dégage, c'est difficile à définir, vous voyez, la poésie. C'est l'image de marque de La Rochelle. Mais l'histoire de ce lieu prestigieux a commencé au début du 18e. Suite à un hiver rigoureux, un nouvel hôpital ouvre ses portes ici. C'est l'hôpital Saint-Étienne. Qui sait aujourd'hui, lorsqu'il vient prendre un verre dans ce café, qui se trouve dans une chapelle, l'ancienne chapelle de l'hôpital Saint-Étienne. On peut retrouver quand même dans les dimensions la taille d'une chapelle de l'époque, avec l'arrondi de l'hôtel, une grande chapelle, et à l'étage, c'est la salle des malades. L'hôpital ferme après la Révolution et devient une salle de spectacle. Fin XVIIIe siècle, il est transformé en salle de spectacle, qu'on va appeler le théâtre des variétés. Et puis au milieu du XIXe siècle, il devient le café militaire, à proximité de la place d'Armes, avec d'ailleurs un tir au pistolet. Le café est réaménagé vers 1900. C'est la naissance du Café de la Paix. Des célébrités s'y sont succédées. Georges Simenon, dans les années 30, y avait pris ses habitudes. Restauré à 2 reprises, le Café de la Paix est classé monument historique depuis 1984. En France, on adore créer des labels. Exemple dans le Béarn, à Arudy, où une IGP, indication géographique protégée, pourrait voir le jour pour une pierre. Le marbre d'Arudy, une pierre calcaire unique et pourtant copiée. Depuis plusieurs années, la concurrence étrangère est arrivée sur le marché local et aujourd'hui, les professionnels ont décidé de réagir. Pour se protéger, l'unique carrier d'Arudy et plusieurs marbreries se sont lancés dans l'obtention d'une IGP, identification géographique protégée. La pierre sera traçabilisée, il y aura comme un poinçon pour vraiment savoir d'où elle vient, chez qui elle a été transformée, pour qu'à la sortie sur les chantiers, tout ça, que le donneur d'ordre soit vraiment certain que c'est de la pierre d'Arudy. Elle est réputée dans le monde entier, ils viennent la chercher ici pour sa qualité, et ça me dérangeait un peu que dans la région, on l'oublie un peu, on la laisse de côté. Connue pour sa dureté, sa résistance au gel, la pierre d'Arudy est façonnée pour plusieurs usages, comme l'aménagement urbain, les pierres d'angle dans le bâtiment, la sculpture ou les ornements funéraires. Ces pierres bouchardées seront bientôt posées dans le quartier du Hédas de Pau, des marchés de proximité aujourd'hui attaqués par des pierres arrivées de Chine, de Turquie ou du Portugal. Ce projet d'IGP, il faut qu'on le fasse parce qu'on a des aménagements à faire urbains autour de chez nous, et où on n'est plus protégé de rien et où on se trouve en concurrence, pas sur le travail, mais sur la matière. L'identification géographique protégée Pierre d'Arudy est lancée. Il faudra maintenant plus de 2 ans aux professionnels réunis en association pour obtenir cette reconnaissance européenne d'origine et de qualité. Un tour au Pays Basque, à Cambo, vous pouvez visiter la villa Arnaga d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac. En ce moment, une exposition s'y intéresse à son fils, Jean Rostand. J'étais très solitaire, très isolé, très seul. Mon enfance a été très seule. Je n'avais pas d'amis non plus, nous étions complètement seuls sur ces petites collines basques où on avait fait Arnaga, à la maison de mon père. On était vraiment seuls, vraiment seuls. Jean Rostand était un biologiste reconnu. C'était le fils d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac et de Chanteclair. À l'occasion du 40e anniversaire de sa mort, un hommage lui est rendu dans la villa Arnaga de son enfance, à Cambo-les-Bains. C'est un enfant qui a beaucoup de difficultés avec les autres. Bon, c'est le fils d'une célébrité inouïe, Edmond Rostand, et de toute l'évidence, il a du mal à supporter cette notoriété. Et c'est un enfant sauvage qui n'a qu'une seule envie, c'est d'aller dans la nature pour regarder les coléoptères, chasser les papillons. Il a suivi des études de biologie et c'est devenu un biologiste mondialement connu, notamment pour le travail qu'il a fait sur la congélation des spermatozoïdes. C'est grâce à lui notamment que les chromosomes vont être connus en Europe. L'œuvre de Jean Rostand est remarquable, avec la publication de 72 ouvrages scientifiques.
Agnostique et libre penseur, opposé à l'arme nucléaire, le biologiste était aussi un écrivain engagé. Il a plus de 90 livres à son actif, hein. Il y avait au moins un livre par an. Et quand on parle d'un livre, pour lui, c'est une documentation fabuleuse, hein. C'est un grand vulgarisateur et puis il a une pensée unique. C'est un humaniste. Pour moi, c'est quelqu'un qui voit l'homme en tant qu'espèce et au sein de cette espèce, il voit chaque individu. Et c'est un grand pacifiste. Le 21 septembre, une journée hommage lui sera consacrée avec la présence de plusieurs scientifiques. L'exposition est visible tous les jours à la Villa Arnaga, à Cambo-les-Bains. Prenons maintenant le grand air de la Corrèze, où le parc naturel régional de Millevaches conseille les collectivités pour restaurer des zones humides. Il y a 5 ans, quand il faut restaurer cette zone humide et commencer les travaux, la mairie de Saint-Hilaire-les-Courbes ne sait pas par où commencer. Elle a donc sollicité le parc naturel régional de Millevaches et demandé de l'aide. C'est la première chose, c'est de faire un état des lieux, de voir qu'est-ce qu'il y avait comme faune, qu'est-ce qu'il y avait comme flore. Il ne s'agissait pas de tout couper, de tout défricher, de faire d'immenses fossés pour faire du drainage, bien au contraire. Il fallait arriver, moi, à mon avis, à trouver un compromis entre le naturel et garder la richesse et la préservation de l'eau. En plus de son soutien financier, le PNR de Millevaches apporte son expertise pour aménager la zone, créer un sentier, dégager la vue, conserver le pâturage. Il s'agit d'adapter les travaux en fonction des besoins de la commune et de sa demande. La création, quelque part, d'un nouveau paysage, mais pas un paysage fabriqué, un paysage construit avec, en fonction des éléments qu'il y a sur place et de l'histoire aussi, parce que mine de rien, comme on est en centre-bourg, c'est aussi une zone humide qui est en lien avec toute une histoire et qui a un lieu de vie en fait. La mission du PNR de Millevaches, c'est aussi de participer à la promotion et la mise en valeur du site. On cherche aujourd'hui à donner accès de façon pédagogique et éducative à ce site, à le valoriser sous cet angle-là. Et donc là, on est en train d'arbitrer où est-ce qu'on va localiser un grand panneau d'accueil qui va expliquer la durée, la distance, les éléments remarquables qui peuvent être vus sur le site, la faune, la flore. C'est la dernière phase de restauration pour cette zone humide, un espace naturel préservé destiné à devenir un lieu de vie local et touristique. Pour conclure, une histoire à dormir debout. Dans un château de Dordogne, le château de Puymartin. Puymartin, 8 siècles d'histoire et une légende dans ses murs, celle d'une femme emprisonnée dans la tour nord. Dans cette pièce, on n'en sortirait peut-être pas. Cette pièce ronde sera le tombeau de Thérèse de Saint-Clar. Elle serait restée là, seule, 10-15 ans, à prier pour le repentir de sa faute. C'est long, c'est trop long. Infidèle à un mari très jaloux, celui-ci enfermera son épouse dans ce réduit jusqu'à sa mort avant de l'emmurer. Son corps aurait été emmuré là. Depuis, la malheureuse hante le château, on l'appelle la Dame Blanche. C'est le fantôme du château, la Dame Blanche. Je viens ici pour l'histoire de la Dame Blanche. J'ai pas forcément ressenti sa présence, mais voilà, c'est quand même assez poignant. Simple arrangement avec l'histoire ou vérité? Pour la famille propriétaire du château, la légende de la Dame Blanche est une affaire sérieuse. Mon père, lui, il croyait, il l'avait vu à plusieurs reprises, et il me disait toujours, on ne plaisante pas avec ça. Il était venu avec une jeune fille, et pour lui faire peur, il avait raconté l'histoire de la Dame Blanche. Et tout d'un coup, elle était apparue à lui. Alors, il était parti, il avait fui. Au bout d'une demi-heure, quand même, il était remonté pour dire, excusez-moi, j'ai vu la Dame Blanche. Et elle disait, mais moi, j'ai rien vu du tout. Et si vous aimez frissonner, des visites nocturnes sont organisées chaque mardi soir. Peut-être ressentirez-vous le souffle froid de la Dame Blanche sur votre nuque. Prochain journal des locales lundi prochain à 11h. D'ici là, bon week-end en Nouvelle-Aquitaine.